Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la fonctionnalité de protection du web de Sophos et comment est-ce que cela peut nous aider à nous protéger avec notre NAS. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur la sécurité euh, réseau. Donc dans la vidéo précédente, l'objectif c'était vraiment avec l'architecture utilisée de réduire la surface d'attaque en limitant le trafic entrant sur des services strictement nécessaires. Donc tout ce qu'on a réellement besoin et pas plus. Donc on avait limité le trafic en direct, donc c'est-à-dire uniquement le port 6690 et 993 pour DS Cloud et pour IMAP. Ensuite, on avait reverse proxifié le trafic qui pouvait l'être, l'HTTPS, et on avait utilisé le Sophos comme une passerelle pour certains types de services tels que le SMTPS. Tout le trafic d'un point de vue réseau, donc firewall, est logué et est scanné avec l'antivirus, l'IPS et le WAF lorsque cela est possible et compatible. Donc, par rapport à ce qu'on a vu à la vidéo d'avant, en fait, tout le trafic sortant était bloqué. Donc, il n'y a pas moyen que le NAS puisse accéder sur Internet. Il n'y avait aucune règle que vous voyez, il n'y avait aucune règle qui autorisait le trafic. Mais bien sûr, on a besoin de trafic vers l'extérieur, tel que par exemple pour les renouvellements de certificats avec Let's Encrypt, ou se connecter sur Synology pour télécharger des packages, par exemple. Encore une fois, l'objectif est vraiment de limiter les connexions directes sur Internet, et donc là d'utiliser un proxy web. Donc ici, ça c'était le diagramme de la vidéo précédente, juste pour montrer qu'on prenait en compte uniquement les connexions entrantes, avec des mesures de sécurité différentes en fonction du protocole. Et maintenant, on va parler donc des flux sortants. Donc, ce qui est important, c'est que Sophos possède donc une fonctionnalité de proxy web qui permet d'analyser d'un point de vue antivirus les requêtes web, tout ce qui est entrant et sortant, et de nous protéger donc des spyware, des virus et de détecter des sites web qui sont malveillants. Donc, en plus du scan antivirus et de l'IPS, on a également donc la possibilité de bloquer ou d'autoriser certains types de catégories, comme la pornographie, comme les sites d'achat, comme les sites malveillants, etc., etc. Donc, dans ce qu'on voit dans ce schéma, si on part par la droite, le NAS possède un pare-feu. Ce pare-feu n'affecte pas les connexions sortantes, c'est uniquement les connexions entrantes. Cela veut dire que le NAS peut, par défaut et par design, se connecter sur tout Internet, sur tous les ports. Le but de Sophos, ça va être d'arrêter tout ça, d'intercepter tout ça, et de l'utiliser comme un proxy web. Donc, par défaut, avec ma configuration, tout le trafic qui vient sur des ports qui sont autres que 80 et 443 va être bloqué par Sophos. Ensuite, tout ce qui est 80 et 443 va être autorisé, mais va devoir passer par le proxy web pour analyse. Donc déjà, est-ce que le site est autorisé? Il va scanner avec son antivirus le flux, et si je veux, il va faire de l'interception SSL. Donc au final, les seuls ports qui sont accessibles sur Internet, pour lui, c'est le 80 et le 443, et il y a encore des mesures de sécurité supplémentaires qui s'y attachent. Donc, pourquoi utiliser un proxy? En fait, d'un point de vue sécurité, c'est vraiment de s'assurer que nous nous connections ou que notre NAS ne se connecte uniquement à des sites qui sont de confiance ou des sites qui sont sûrs. Et que tout ce qui est catégorisé comme malveillant, suspect ou compromis soit bloqué. Ou simplement des sites catégorisés comme des browser exploits, des malicious downloads, des malicious sites, des sites de phishing, des sites de spyware et d'adware, etc., etc. Le but, c'est également de pouvoir avoir le scan antivirus et l'IPS. Surtout, quelque chose de très important, c'est d'avoir une meilleure visibilité, c'est de pouvoir loguer tout le trafic, aussi bien autorisé que bloqué pour le NAS. Alors, comment utiliser le proxy? Donc, tout d'abord, moi j'ai ma configuration spécifique, où je ne vais pas du tout utiliser les catégories et l'autorisation et le blocage pour des catégories. Je vais manuellement autoriser tous les sites web que mon NAS a besoin d'accéder. Néanmoins, si vous utilisez votre NAS comme un serveur proxy avec le package de Synology,
cela va impacter en fait la navigation des utilisateurs. Alors pour ça, il y a il y a deux manières de fonctionner. C'est soit en utilisant une approche blacklist, où on va bloquer des catégories spécifiques, comme par exemple des trucs malveillants, et tout le reste va être autorisé. Shopping, par exemple. Et dans le contraire, c'est utiliser une approche de whitelisting, où on va spécifier des catégories spécifiques que l'on va autoriser, comme par exemple achat, et tout le reste sera bloqué. Donc tout le reste qui ne fait pas partie des sites catégorisés en tant que achat, par exemple, seront bloqués. Après, c'est comme on veut. Dans le cadre du NAS, en tout cas, c'est vraiment du whitelisting pur, où je spécifie tous les sites manuellement. En ce qui concerne, c'est un peu hors sujet ici, mais en ce qui concerne la navigation avec mon ordinateur, par exemple, je suis sur une approche blacklisting, où donc je spécifie toutes les catégories que j'aimerais bloquer, et tout le reste va être autorisé. Pour le contrôle du web, donc justement, on va rentrer dans la configuration de Sophos qui va impacter la sécurité de notre NAS. Donc il faut tout d'abord se créer un profil de web filter. Ici, je l'avais créé un déjà, qui est la règle numéro 4, et je vais l'éditer pour voir qu'est-ce qu'on a dedans. Donc dans ce profil, il a un nom, bien évidemment, le NAS, et on a les réseaux autorisés. Ici, ça veut dire que seul le NAS est autorisé finalement à utiliser ce profil web. J'utilise le mode transparent. Alors attention, le mode transparent, cela veut dire que le web filter ou le proxy va uniquement écouter les requêtes des systèmes qui sont à destination de sites web sur le port 80 et 443. Tout le reste ne va pas passer par le proxy web, il va passer en direct sur Internet. Et là, on a besoin d'autoriser les flux avec des règles firewall. Dans mon cas, ce n'est pas le cas, vu qu'il n'y a pas de raison que ça se connecte sur autre chose que du 80 ou du 443 vers l'extérieur. Il y a éventuellement... non, en fait, non, je ne vois même pas parce que je pensais à du POP3 retrieval, effectivement, la récupération de POP3. Alors là, ça passe... Ouais, ça passe moyennement en direct en fait. Il y a un proxy POP3. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas embrouiller. Simplement pour dire que ça va uniquement écouter pour le contrôle du web sur les ports 80 et 443. On peut également utiliser le mode standard. Le mode standard, c'est en utilisant un proxy explicite. Et ça, c'est fonctionnel avec le NAS. Ça le supporte. On peut rentrer une adresse de proxy et le port à utiliser pour ça. J'ai décidé d'utiliser du transparent simplement par facilité. Et je ne sais pas si l'utilisation du proxy explicite peut avoir des impacts peut-être sur d'autres applications. Je sais que pour le système en lui-même, ce n'est pas un souci. Maintenant, est-ce que les packages lisent cette configuration pour aller sur Internet? Je ne sais pas, je n'ai jamais testé en fait. Bon, bref, j'utilise le mode transparent, qui a son inconvénient. Ensuite, pour la tab, la partie HTTPS. Donc ici, il y a deux modes principaux, c'est de faire de l'URL filtering only. Donc ça veut dire que le proxy va simplement regarder sur quel site vous voulez vous connecter. Et en fonction de ça, et il va appliquer en fait les actions pour certaines catégories. Donc là, simplement, il va juste dire, je vois que tu veux aller sur tel site web. Et ce site web, il fait partie de cette catégorie. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Pour le decrypt and scan, là par contre c'est vraiment pour faire de l'interception SSL et donc de pouvoir lire le contenu des connexions HTTPS. Donc on va intercepter les connexions HTTPS et non seulement, comme d'habitude, il va pouvoir vérifier sur quel site on veut se connecter pour voir de quelle catégorie ça fait partie, mais il va également pouvoir faire un scan antivirus du flux en HTTPS, en plus de l'HTTP, ce qui est normal, et éventuellement appliquer des règles d'IPS. Malheureusement, l'utilisation de l'interception SSL va avoir des impacts sur des services tels que par exemple le renouvellement des certificats avec Let's Encrypt ou le téléchargement de packages avec Synology, enfin le site de Synology. Donc là, il faudra mettre des exceptions d'interception SSL qu'on va voir plus tard. Ensuite, nous avons un test. Alors voilà, j'ai voulu vous tester par exemple en téléchargeant un fichier infecté, donc un fichier iCar en HTTPS, juste pour montrer que en faisant cette tentative de téléchargement avec Download Station, le web proxy a vu la requête, il a pu analyser le fichier malgré le fait qu'on soit en HTTPS grâce à l'interception SSL, et il a pu analyser qu'il y avait un fichier
infecté et donc la requête a été bloquée parce que un virus a été détecté. L'action a été de bloquer. Si on n'avait pas l'interception SSL, en fait, on aurait juste vu qu'on veut se connecter sur le site d'ICAR, mais le virus aurait passé en fait. Donc voici un des avantages. Ensuite, il faut créer donc une politique de sécurité qui va dire en fait à quel utilisateur ça s'applique, et ensuite on va devoir créer un filtre pour savoir quelles sont les actions à faire. Donc ici c'est la règle numéro 1 de ma configuration. Donc il faut d'abord mettre un nom à cette politique. Ensuite, il faudrait spécifier un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs qui va utiliser en fait ou qui va devoir s'authentifier sur le proxy et utiliser après cette politique avant de pouvoir aller sur Internet. Ici, vu que je suis dans un mode transparent et pas dans un mode explicite, en fait, cette partie-là n'est pas utilisable. Normalement, elle n'est pas utilisable avec le NAS. En fait, c'est pas, disons, c'est pas compatible. Normalement, lorsqu'on fait du proxy transparent, si on met une authentification, il faudra utiliser un navigateur pour s'authentifier, pour qu'ensuite les connexions puissent passer. Le NAS, par défaut, ce n'est pas un équipement interactif. On ne fait pas de la navigation avec un navigateur. Donc on ne peut pas s'authentifier en fait sur le proxy pour pouvoir aller sur Internet. Donc pour cette raison, cette partie-là d'utilisateur est vide. A l'inverse, si j'avais utilisé un proxy en mode explicite, je devrais spécifier dans la configuration du NAS l'adresse IP et le port de mon serveur proxy, mais également le nom d'utilisateur à utiliser. Là, ça a du sens. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ensuite, il faut créer donc l'action, le filtre en fait. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on tombe finalement dans ce profil de sécurité, dans ce profil web. Donc ici, c'est là où on va commencer à spécifier les catégories. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi, par défaut, j'utilise une approche un peu whitelist. Ça veut dire que je vais faire block all content. Je vais absolument tout bloquer par défaut. Ensuite, en fait, la logique, c'est de dire, ok, je bloque tout le contenu, sauf des catégories spécifiques. Mais vous voyez que ces catégories spécifiques, qui s'appellent additionnel, high risk et search, par exemple, que ces catégories-là sont aussi bloquées. Encore une fois, l'objectif, c'est de bloquer absolument le tout, pour ensuite aller dans la page d'après qui s'appelle website, pour spécifier tous les sites que j'autorise manuellement. En fait, dans le print screen que vous voyez juste au-dessus, en fait, ces catégories, elles apparaissent parce qu'elles sont utilisables par n'importe quel type de profil que je vais créer. Donc elles vont être présentes absolument partout. Mais pour faire ce que moi j'ai envie que ça fasse, il faut que je bloque également ces catégories. Parce que je veux faire de l'autorisation par site web et pas par catégorie. Une dernière chose pour les sites non catégorisés, donc l'avant-dernière ligne, non pas l'avant-dernière ligne, pardon, la toute dernière ligne sur les sites web qui ont une réputation inférieure à non vérifiée, en fait ça n'a pas vraiment de sens puisque encore une fois j'autorise manuellement des sites, donc si j'autorise ça contourne en fait toutes les restrictions que je mets. Ensuite ici on peut avoir d'une politique qui va s'appliquer pour les téléchargements, donc on peut en fonction de l'extension ou des MIME types faire une action de warning qu'on peut bypasser ou une opération de blocage. Alors ici, dans le cadre du NAS, en fait, dans ma configuration, ça n'a aucun sens de faire du warn de toute façon parce que, encore une fois, le NAS n'est pas un équipement interactif pour de la navigation Internet. Donc la seule chose qui aurait du sens, c'est du blocked. Et le block, c'est vrai que j'ai pas envie de m'amuser un peu avec ça, mais on pourrait spécifier des extensions, des MIME types un peu chauds peut-être, comme des .bat, des .cmd, des .ps par exemple, des choses un peu peut-être dangereuses. Et forcément, si on veut que ça puisse s'appliquer à des connexions HTTPS, il faut avoir l'interception SSL. Alors ça, c'est quelque chose que je ne suis pas vraiment rentré dans le détail, mais ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a donc la configuration antivirus, où je dis que oui, je vais utiliser le scan antivirus avec un seul moteur. Vu que j'utilise une licence gratuite à des fins personnelles, je crois que le dual scan n'est pas disponible en fait. Je crois que ça n'est pas fonctionnel. Ensuite, je bloque tout ce qui est des PUA.
je limite le scan à 500 mégas et j'enlève tout le contenu actif tel que JavaScript, ActiveX, Java et Flash. Alors, le contenu actif, en fait, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui est utilisé par le NAS. Donc, au cas où, bloquons-le, mais il me semble que c'est de toute façon pas utilisé. Encore une fois, si vous utilisez votre NAS comme un proxy, un serveur proxy pour les utilisateurs, ça pourrait peut-être avoir un impact. Hein. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants parce que par sécurité, je n'utilise pas le package proxy serveur de Synology, même justement voilà mon propre proxy Sophos, même pour la navigation classique depuis les téléphones et les ordinateurs. Dans la dernière table, dans les options additionnelles, il y a encore d'autres éléments de sécurité qui n'ont pas vraiment de sens pour le NAS ici, tels que le Google Search. Ici, ça n'a pas de sens. Et on peut également, c'est là ce que je voulais vous montrer, c'est loguer toutes les pages qui sont accédées ou qui sont bloquées. Ensuite, comme je l'avais dit, l'interception SSL, ça va avoir un impact sur certains services. Donc pour les services identifiés pour lesquels ça pose problème, il faut créer une règle d'exception SSL. Donc moi je sais que Synology.com par exemple, il faut le mettre en exception. Alors après analyse, j'aurais pu mettre des sous-domaines de Synology.com et pas le domaine parent Synology.com. Ça c'est juste une préférence par facilité. Si jamais il y a des changements, disons, ça marchera toujours. Voilà, ça c'est très personnel, disons, comme configuration. Et également le dinupdate.no-ip.com qui est nécessaire vu que lorsque le NAS doit vérifier si son adresse IP a changé, il y a deux requêtes, une qui va chez Synology qui n'est pas bloquée et une qui va chez dinupdate où là il y a un souci avec l'interception SSL donc, que j'ai pu remarquer. Donc il faut mettre à minima, j'ai l'impression que ce sont un peu les deux sites à mettre en exception pour éviter de casser des choses. Il y a des packages pour lesquels ça ne pose pas de problème, par exemple le package McAfee pour la mise à jour des signatures antivirus. J'ai remarqué que l'interception SSL, par exemple, ne posait pas de problème. Pareil pour le package Download Station, par exemple, lorsque j'ai fait une recherche pour télécharger des choses, il n'y a pas eu de souci non plus pour retourner les résultats. Donc, alors, est-ce que c'était peut-être pas l'HTTPS? Maintenant, j'ai un doute, je ne me souviens plus. Bref, en cas de souci, il faut le mettre là. Finalement, c'est très simple. C'est soit on veut augmenter le niveau de sécurité, donc il faut faire de l'interception SSL, en sachant qu'il y a des inconvénients à ça. Soit pour éviter d'avoir des problèmes, on ne fait pas l'interception SSL. Par contre, on sait qu'il y aura un pan de sécurité qui va manquer. C'est un choix assez personnel. Après, ça dépend encore une fois de notre appétit au risque, de la sensibilité, de la criticité de nos systèmes en fonction des données qui sont hébergées, etc. etc. Ensuite, il y a des paramètres plus globaux. Donc ici, ce n'est pas spécifique vraiment, ce n'est pas spécifique à des profils de web filtering, mais c'est vraiment des paramètres globaux pour tout le proxy. Alors tout d'abord, il y a la notion de web filtering port. Ici, ce n'est pas nécessaire dans le mode transparent. Si par contre on utilise le mode standard, donc le mode explicite, c'est ce port que l'on va appeler depuis nos équipements lorsqu'on veut se connecter sur le NAS. Ensuite, il y a d'autres éléments comme le detect HTTP loopback, où ça c'est par défaut, j'y ai pas touché. On peut également analyser dans le contenu, donc le body HTTP, voir quels sont les MIME types pour appliquer éventuellement des politiques sur les MIME types qu'on a vu précédemment. Ça, je ne le fais pas, ce n'est pas forcément recommandé en termes de performance. On peut également bloquer le contenu qui est chiffré ou qui est peut-être corrompu ou que l'antivirus peut-être n'arrive pas à lire. Alors ça c'est un peu touchy comme paramètre parce que c'est possible que des choses qui devraient marcher en fait ne marchent pas. Je l'ai expérimenté dans d'autres paramétrages de Sophos, donc au final je n'ai pas touché à ça. Et éventuellement ce n'est pas impossible que je télécharge des contenus chiffrés. Ensuite le strict HTTP 1.0, 1.1, ce paramètre je crois qu'il a disparu des versions récentes de Sophos vu qu'il existe de toute façon depuis 2014 l'HTTP 2. Donc si je clique ça, je crois qu'il y a des services qui ne vont plus marcher. Surtout que lorsqu'on utilise des applications mobiles, c'est possible que ce ne soit pas forcément conforme à l'HTTP 1.0, 1.1 et ou que ça utilise de l'HTTP 2, donc ça pourrait casser des choses. Alors forcément, je n'ai pas activé cette option. Pour les target services, alors encore une fois, ça peut avoir cette partie de configuration a plus de sens lorsqu'on utilise un proxy explicite. Lorsqu'on utilise un proxy implicite, donc ici transparent, en fait les seuls services qui sont pertinents,
c'est l'HTTP et l'HTTPS. Tous les autres, finalement, ne sont pas fonctionnels. Ils seront fonctionnels lorsqu'on utilise le mode explicite. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le proxy va recevoir une requête web d'un client, en fonction du port qui est demandé, ça va soit bloquer, soit être autorisé. Alors, prenons un exemple sur le mode transparent. Si j'enlève ici le port, le service HTTPS, lorsque Synology, mon NAS, va se connecter en HTTPS sur synology.com, ça ne va pas marcher. Parce que c'est ici qu'on va définir quels sont les services que le web filter peut se connecter. Enfin, sur quel site et quel service, enfin, sur quel service il peut se connecter sur des sites distants. D'accord? Donc, si j'enlève HTTPS, on ne pourra plus se connecter en HTTPS sur le site de Synology. Encore une fois, lorsqu'on est en mode transparent, de toute façon, ça n'écoute que sur le port 80 et le port 443. Donc par exemple, HTTP proxy sur le port 8080, ici ça n'a ça n'a aucun impact. Si on veut pouvoir utiliser des configurations plus strictes ou plus spécifiques, dans ce cas-là, il faut utiliser le proxy en mode explicite. Alors j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, parce que je me rends compte que c'est peut-être pas forcément facile. J'ai eu un peu de mal à comprendre à l'époque les target services en mode transparent. Je ne comprenais pas trop comment ça marchait. Maintenant, j'ai fini par comprendre. Donc voilà, au final, en transparent, on n'écoute que sur le 80 et le 443. Si on enlève un de ces services, toutes les requêtes provenant du NAS ne pourront pas se connecter sur le service en question. Voilà. Moi, j'espère que vous avez toujours compris. Ensuite, pour les logs, eh ben, vu qu'on log tout ce qui est autorisé, tout ce qui est bloqué, on peut voir ici, par exemple, en une semaine, les activités de mon NAS. Sur quel site est-ce qu'il s'est connecté? Donc, en fonction de ça, je peux très bien adapter ma configuration pour autoriser les sites web. Par exemple, ici, je vois que rspamd.com est bloqué. Alors, ça veut dire deux choses. C'est soit il n'est pas dans la whitelist, soit le site n'est plus accessible. Je dis ça parce que je l'ai ajouté récemment dans les sites accessibles, dans les sites autorisés, et en fait, ça ne marche toujours pas. Et je crois que c'est plus utilisé. Enfin, ce n'est plus fonctionnel comme site. C'est un peu étrange, je dois vous avouer, mais j'ai pas regardé plus dans le détail. Donc, grâce à ça, on a une traçabilité complète de ce qui se passe. Donc, en fait, pour résumer un peu cette vidéo, l'utilisation du web filter de Sophos va nous permettre d'autoriser ou de bloquer l'accès à certains sites ou à certaines catégories afin de nous assurer qu'en fait, que notre NAS ne se connecte pas sur des sites malveillants, éventuellement télécharge des choses malveillantes. Et même si c'était le cas, on va essayer d'appliquer l'IPS et le scan antivirus pour limiter les possibilités qu'on nous attaque. Alors en fait, entre cette vidéo qu'on a vue avant et cette vidéo qu'on est en train de voir maintenant, en fait, l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'éviter qu'un attaquant puisse compromettre notre NAS. Ça, c'était un peu la première vidéo. La deuxième vidéo, ici, c'est plutôt de se dire, au cas où, même si notre NAS devait être compromis par un attaquant, et ben en fait, si l'attaquant veut que le NAS se connecte sur un de ses serveurs qu'il contrôle, il faudrait en plus de ça qu'il soit whitelisté dans le NAS ou qu'il ne soit pas catégorisé comme malveillant. Donc en fait, on est en train de rendre la tâche beaucoup plus dure. Et même si par défaut, peut-être on installe un package qui à un moment donné se fait compromettre, car on n'est pas à l'abri qu'un package que l'on télécharge, même s'il est de chez Synology, dans les attaques de type supply chain, en fait, ça peut très bien qu'on ait, ou de malveillance interne, qu'on ait un package qui soit compromis, qui soit vérolé, que l'on télécharge et qui ensuite essaye de transmettre des données à l'extérieur. Donc au moins grâce à ça, on peut soit le bloquer, ou en tout cas on peut le voir que par exemple le site sur lequel on essaie de se connecter n'est pas normal. Voilà, donc c'est un peu le but de cette vidéo. Il y aura encore d'autres vidéos qui vont suivre sur le sujet. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez aimé. Salut!